Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous d'Olatua, le magazine de la culture surf en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue aux téléspectateurs ultramarins que nous sommes également ravis d'accueillir dans cette émission. Ce mois-ci, beaucoup de choses, notamment la relève du surf français, toutes les images du dernier passage de Laird Hamilton ici sur la côte basque ou encore le surf comme thérapie pour guérir les militaires blessés sur les zones de conflit. Mais auparavant, pour commencer, comme chaque mois, toutes les images de la planète surf. L'énorme vague de Johan Duru, probablement celle du mois dans la région. Chez lui à Hossegor, le Landais se joue de ce monstre d'écume. Pendant ce temps, loin de l'Atlantique, les Alpes. Autre environnement, autre planche et un peu moins de maîtrise pour Justine Dupont. La surfeuse de gros et le snowboard, ce n'est pas encore ça. Par manque de pratique, forcément. Plein les yeux avec les dernières aventures de Clément Rossero. Surf, foil, kite, le touche-à-tout génial d'Anglette est un spectacle, à lui tout seul. À 21 ans, il confirme qu'il est l'un des tout meilleurs watermen de sa génération. L'hiver, ce n'est pas forcément la meilleure saison pour surfer ici en Nouvelle-Aquitaine. Les vagues sont difficiles, la météo compliquée. Alors voici un petit guide des bonnes pratiques pour se mettre à l'eau en plein hiver. C'est un reportage à la Cano de Guillaume Dequet et de Taliane Lobo. Quand le vent est encore plus froid que l'eau, le premier défi est de se déshabiller sur le parking. Il faut ensuite enfiler sa seconde peau, une combinaison de 4 mm et ses accessoires pour affronter les 12 degrés de l'océan. Pas de gants parce que je trouve ça un peu lourd. Et sinon, cagoule, chaussons et une 4-3. Et avec ça, tu as assez chaud? Et avec ça, j'ai assez chaud, j'ai froid au bout de 2 heures. Si le froid n'a jamais été un obstacle pour les passionnés, bienvenue au Lacano Surf Club. les clubs ont aussi dû s'équiper en combinaison d'hiver pour faire face à la demande. Toutes les combis qui sont ici, donc on a de l'âge de 4 ans jusqu'au XXL. Donc ici, il y a les chaussons, il y a les gants et il y a les cagoules. On a de plus en plus de demandes depuis 3 ans. Et là, on a carrément des stages en hiver, des personnes qui viennent prendre des stages de 5 jours sur une période comme février ou comme décembre. Nolan passe plusieurs heures par semaine dans l'eau. À son équipement en néoprène, il rajoute ses bouchons pour se prémunir de la maladie des surfeurs en eau froide. Ça, ce sont des bouchons d'oreilles faits sur mesure pour éviter que l'eau froide rentre dans les oreilles et qu'on ait un rétrécissement du conduit où en fait c'est de l'exostose qui vient refermer le conduit et au fur et à mesure. Côté planche, Nolan n'en surfe qu'une, sa favorite. Mais pour les vagues hivernales plus grosses et au clapot piégeux, là encore, un détail change tout. Je ne suis pas un surfeur de grosses vagues, donc ça va de 50 cm à 2 mètres et 2 mètres 50 grand maximum. Et je vais jouer sur le dérive pour pouvoir plus accrocher. Donc ça, c'est des dérives FCS en médium. Les dérives en large sont juste ici. La large va me permettre de plus accrocher, parce que généralement, quand c'est gros, il y a un petit peu de clapot dans la vague, et ça va me permettre d'éviter de tomber. L'hiver, les journées comme les sessions dans l'eau sont plus courtes, mais elles sont incomparables. L'hiver, il ne fait pas toujours un temps à aller à l'eau, avec, comme aujourd'hui, de très bonnes vagues et le soleil. Alors, quand il est impossible de surfer, que faire? Et pourquoi pas lire? Et notamment ceci, le dernier ouvrage de Gilbus de Soultré, Le surf change le monde. Tout un programme, on va en parler avec Gilbus de Soultré, écrivain, surfeur de la première heure, ardent défenseur de l'environnement et qui a donc publié cet ouvrage absolument passionnant. Bonjour Gilbus de Soultré, merci d'être avec nous aujourd'hui. En quoi le surf change le monde? C'est le titre de votre livre. Le surf est une très belle histoire et une histoire ancestrale et c'est ça que j'avais envie de raconter et c'est les Polynésiens avant Cook qui eux ont découvert le Pacifique avec une navigation sans instruments et puis également le surf change le monde parce que dans sa pratique moderne elle nous confronte à cet environnement dont on doit prendre conscience et renouer un rapport avec cet environnement. Vous évoquez aussi l'histoire, notamment aux États-Unis, avec l'opposition de la jeunesse américaine à la guerre du Vietnam. Ça passait, l'opposition pacifique évidemment, passait par la pratique du surf et la notion de liberté qui était attachée.
Est arrivée la guerre du Vietnam à un moment où le surf, lui, avait connu une explosion avec la jeunesse qui étaient les enfants du baby-boom, la pratique du surf qui avait explosé avec la musique, l'influence des jeunes sur la plage, la construction des planches en mousse et tout ça. Et puis soudainement, cette jeunesse, on lui a dit, il y a la guerre et vous allez aller au Vietnam. Et là, elle n'a pas compris, elle est tombée des nues et elle s'est révoltée. Et elle s'est retournée et elle a vu, mais là on a un mode de vie qui est le contraire. Et donc elle s'est jetée un petit peu dans cet état d'esprit qu'on a appelé hippie. Alors le surf n'a pas représenté la totalité de cette contre-culture, mais il a été un germe et il en a été de pair, il allait de pair avec cette contre-culture. Vous écrivez également que le surf est une échappée ou une des échappées à la souffrance. La pratique du surf génère quelque chose chez l'individu qui est du reste assez étonnant, puisque quand on va dans l'eau, parfois il y a d'autres surfeurs, et finalement ce que ne mesure pas le public, c'est qu'on passe plus de temps à attendre la vague qu'à la surfer. Et donc il y a quelque chose d'un phénomène d'apaisement. Et même si un surfeur sort de l'eau et qu'il n'a pas eu beaucoup de vagues, la plupart des surfeurs vous diront finalement j'ai passé un bon moment et surtout j'ai pensé à rien. Donc il y a une dimension d'apaisement dans le surf, et puis après il y a la réjouissance évidemment de prendre une vague. Et c'est ce jeu-là entre la frustration et la joie et qui permet de sortir son état d'esprit s'il est occupé, s'il est dans une souffrance. Alors sport individuel évidemment par essence le surf, mais aussi cet esprit hawaïen d'aloha, le partage, la communion, donc c'est un peu paradoxal, non ? Ça reste un sport, il porte bien son nom, cool. C'est-à-dire que c'est une communauté qui est relativement cool à l'extérieur, qui a un mode de vie cool, qui est assez libre, qui, voilà, peut-être un petit peu individualiste, mais qui fait pas de mal à personne. Et puis dans l'eau, là où il y a des tensions, finalement les tensions s'apaisent par la reconnaissance. L'autre qui vient me déranger dans mon surf, finalement c'est le copain de mon copain, c'est ma copine, c'est mon fils. Donc il y a un moment où on s'apaise, quoi. Alors Gilles Busselin, de grands combats, est-ce qu'on peut employer ce mot de combat qui a une notion de force, d'opposition que vous n'avez peut-être pas? C'est la défense de l'environnement. Vous avez fondé en 1990 avec Tom Curren, légende du surf international, la européenne, la forme européenne de la Surfrider Foundation. Voilà. 1990, déjà à l'époque, c'était fondamental de défendre l'environnement. Oui, puis alors, moi dans mon parcours personnel, j'ai une prise de conscience de l'environnement très très jeune à cause justement du surf. Comme je l'ai dit, la fin des années 60 génère un mouvement de contre-culture qui prend conscience de l'environnement, et moi j'ai 13 ans, je ne parle pas l'anglais mais je lis les magazines américains, et le rédacteur en chef de Surfer Magazine fait des éditoriaux autour de l'environnement. Et donc, puis toutes les années 70 pour moi ont été imprégnées de cette culture de prise de conscience de l'écologie. Et donc quand on a créé Surf Session, du reste tout de suite j'ai intégré une rubrique environnementale. Et puis la rencontre avec Tom Curren, Maurice Cole, Marie-Pascale Delanne, on a lancé Surfrider Foundation, et on l'a lancé ici notamment avec la problématique des déchets et de la pollution bactérienne des eaux, avec les eaux usées, le problème des eaux usées. Et ça nous a conduit à mener ce combat. Et c'est vrai qu'en 1990, à la fois c'était important, puisque 92, il y a déjà le Rio avec les prises de conscience comme ça planétaires, mais on voit la difficulté qu'ont eu les scientifiques à faire reconnaître l'importance de la prise de conscience climatique et écologique pour que ça rentre dans les faits politiques et dans les faits entrepreneuriaux. Donc une démarche associative de combat continuel. Et récemment, on a, avec des amis, lancé le mouvement Rame pour ta planète en 2018-2019 au moment du G7 à Biarritz, et qui a été surtout un mouvement visant à ce que chacun prenne conscience de l'environnement. Et j'estime que les surfeurs ont plus que d'autres
à le faire puisqu'ils tirent du plaisir de la nature. Et donc, il y a un moment, ils doivent être les porte-parole de cette nature qui est en précarité, quoi. Alors le surf dans sa dimension environnementale, dans sa dimension sociétale, dans sa vie de tous les jours et aussi dans sa dimension de compétition. Le surf, le trait d'union entre le passé et l'avenir, celui de la France, passe peut-être, j'ybuse de sous le trait, par un petit prodige tahitien qui a 18 ans. Il s'appelle Kaoli Vast, il rêve bien évidemment des Jeux de Paris en 2024. Eric Sintas et Michael Bastide l'ont rencontré, regardez. Le garçon est doué, il aime surfer. Même si la plage des Estagnos ne lui offre pas son tube préféré de l'été, Kaoli Vast, sans être sur son reef, dompte les vagues de beach break landaises. C'est par là qu'il doit passer pour rentrer dans le monde pro. Ça fait super longtemps que je viens en France tous les ans pour surfer justement ce genre de vagues, un peu plus compliqué, beach break qui change beaucoup. Et voilà, c'est ce qu'il faut surfer pour les compétitions. Et donc voilà, après j'ai grandi dans ce genre de vagues aussi, du coup j'adore aussi les vagues. À 18 ans, il a déjà tapé dans l'œil des cadres de l'équipe de France, qui ne se trompent pas. Franchement, Kaoli, c'est une perle. C'est le surfeur complet. C'est naturel chez lui. Je pense qu'il a un rapport avec l'océan qui est fort. Bon, c'est un Tahitien, c'est normal. Il est loin de cette image qu'on a du surfeur des îles qui débarque un peu plus tard, qui a du mal à s'adapter. Lui, quel que soit l'endroit où il est dans le monde, il s'adapte. Kaoli est né au bord de l'eau. Il a appris le bodyboard, puis il s'est mis debout et est passé au surf. Il a continué d'apprendre avec son père sur le spot de Teahupo'o. Teahupo'o, la plus belle vague du monde, la plus dangereuse aussi. Depuis tout petit, on habitait toujours proche de la mer. Et donc voilà, j'adore la mer, j'adore être dans l'eau. J'ai fait mon premier tube à l'âge de 8 ans sur la vague de Teahupo'o. Après, c'était pas gros, mais les gens reconnaissent que je suis de Tahiti et que surtout que je surfe la vague de Teahupo'o parce que j'ai quand même eu des bonnes répercussions là-bas. À chaque swell, j'arrive à prendre assez de grosses vagues. Le Polynésien revient régulièrement à Vieux-Boucau, là où il a grandi dans le surf aux côtés de Vincent Gelfi. 2 spots pour un seul but et un beau défi à relever pour lui. Le garçon est bien encadré. C'est le début d'une aventure. Il habite Tahiti, les Jeux en 2024 à Tahiti. Donc c'est un espoir qui est en train de s'affirmer là. Alors, notre job au niveau de la Fédé, c'est déjà d'accompagner avec tous les moyens qu'on peut mettre en place, l'organisation, la structuration. Et là, c'est de faire en sorte que sur place à Tahiti, il puisse y avoir de l'accompagnement à disposition. Et Kaoli aimante les vagues, la mer l'appelle. À toutes. Alors il y a la compétition, il y a le mode de vie pour le surf, vous en parlez dans votre ouvrage. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, le surf, dans votre vie? Vous en faites toujours, hein, mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça a construit votre vie? Moi, ça a construit ma vie parce que j'ai pas eu d'ambition de faire ma vie dans le surf, hein. Moi, je suis né de cette génération des années 70 où je suis parti sur la route et puis advienne que pourra. Et bon, après, le surf, la volonté de vivre au Pays Basque était liée au surf. J'ai eu l'opportunité de cofonder avec Pierre-Bernard Gascogne le magazine Surf Session et du coup, ça m'a immergé dans cette histoire, à témoigner. Les journalistes sont des passeurs et d'être un observateur tout en étant un acteur. Et comme je suis assez curieux et que j'aime bien m'intéresser à plein de choses, je me suis intéressé à l'ouverture du surf sur d'autres aspects. Et le surf a multiples aspects. Il y a la photo, il y a l'art, il y a l'océanographie, il y a la technique, etc. Donc il y a plein à raconter et donc forcément ça m'a enrichi. Et j'ai gardé ce contact avec la pratique. Parce que oui, j'ai cette dimension viscérale, je vois des vagues et j'ai envie de tout lâcher pour aller à l'eau. Là, il y a des vagues pendant qu'on fait cette interview et c'est vrai que ça me donne envie d'aller surfer. Donc j'ai ça en moi
Et ça m'a apporté que du coup, ça me maintient en forme parce que moi j'ai 63 ans. C'est pas facile aujourd'hui face au monde, à la concurrence. Et qu'en fait, quand on veut répondre aux vagues, eh bien, le surf demande une forme physique qui est indéniable. Hein. Donc c'est un apport général qui est bien. Et puis, il y a eu aussi cette dimension un peu philosophique qui m'a amené à réfléchir à partir du surf et de développer cette notion de mouvement et qui est assez originale, c'est-à-dire que j'ai essayé de définir le mouvement non pas comme je me déplace d'un point à un autre dans l'espace, hein, dans l'espace-temps, mais le mouvement, c'est être en mouvement sur quelque chose qui est lui-même en mouvement. Et c'est le surfeur. Le surfeur, il est en mouvement sur la vague qui est elle-même en mouvement. Et quand on se déplace sur une vague, eh bien, on s'en fiche du point d'arrivée. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est la composition de son mouvement avec le mouvement de la vague. Et du coup, la vie, c'est la composition de sa trajectoire avec le mouvement de la vie. Et donc, aussi, c'est une jolie métaphore pour affronter les temps actuels. Le surf, la grande passion ou l'une des grandes passions de votre vie, on l'entend et on le lit dans votre ouvrage « Le surf change le monde ». Merci beaucoup, Gébus de Soultré, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci Gébus et merci bon beaucoup. Surf. Merci. Merci. L'histoire du surf, c'est aussi celle de ces légendes comme Laird Hamilton, véritable icône planétaire et qui était venu ici même il y a 4 ans surfer notamment ce spot mythique de Parlementia. Le Pays Basque n'a rien oublié. Voyez ce reportage de Stéphanie Deschamps, Emmanuel Galerne et Christian Etchegaray. Effervescence à l'aéroport de Biarritz. Arrivée de la famille Hamilton en provenance d'Hawaï. Un événement orchestré par Robert Rabani, l'organisateur de la compétition. C'est un très grand moment et on est fiers de le recevoir à Biarritz, capitale européenne du surf, un précurseur et le plus grand waterman. Thank you, I appreciate it. Laird Hamilton a déjà séjourné une dizaine de fois au Pays Basque, mais plutôt en solo. J'ai l'habitude de venir depuis plusieurs années, mais là, il y a mes 2 filles. Alors je dois être plus responsable. Fini la liberté d'aller n'importe où, n'importe quand. Première obligation, mais avec le sourire, rencontrer ses fans sur la grande plage de Biarritz pour la 33e édition de la Maïdera Rostevi. Laird Hamilton, il est convoité par beaucoup de monde. C'est un grand champion, mais il a des liens étroits avec Biarritz. N'oublions pas que le Biarritz Surf Festival avait invité Bill Hamilton, son père. Donc il y a des grandes légendes qui sont passées. Deuxième étape, se jeter à l'eau. Laird Hamilton a relancé le stand-up paddle, cette planche qui permet de ramer debout. Alors quand il surfe, c'est tout l'esprit d'Hawaï qui souffle sur la côte basque. La première fois que je suis venu, j'ai ressenti l'énergie de ce pays. Les montagnes et l'océan réunis. On a le sentiment d'être sur une île, avec une température bien sûr différente, de longues côtes et surtout du super surf. Come to see you, bro. Oh, that's great. Nice to see you. Long time. Yeah. Michel Laronde a longtemps vécu à Hawaï où son restaurant était une institution. Surfeur de grosses vagues comme celle de Jaws, il a beaucoup appris de Laird. On a été à Jaws avec une planche que j'avais fabriquée. Donc, j'avais jamais fabriqué une planche pour aller surfer d'aussi grosses vagues. D'aller la surfer sans savoir ce que je surfais, sans jamais avoir fait de surf tracté. On a fait quelques erreurs, il nous a recadrés. Je suis content qu'il soit dans mon pays ici parce qu'il adore. Autre ami de longue date, le photographe Sylvain Cazenave. Dans sa galerie de Biarritz, il expose des clichés impressionnants de Laird. À Hawaï, Sylvain a été le témoin historique des premières vagues XXL surfées par le dieu Hamilton. On arrive à fond sur le spot, et celui-ci, il est malin, je le connais, il nous a entendu arriver, il prend la vague, il se met comme ça. Lui, l'hélicoptère, il tourne, on lui arrive droit devant dans la photo, et le pilote, il est comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Je lui dis, c'est Laird, tu vois un Américain? C'est lui.
J'ai eu peur souvent, et c'est important d'avoir peur. Ces photos me rappellent combien de vies j'ai eues. Quand je les regarde, je me souviens que tous ces jours, toutes ces vagues, tous ces super moments sont réels. Véritable homme-poisson, Laird Hamilton s'entraîne beaucoup pour pouvoir affronter des vagues de 10 mètres. Chaque prouesse sportive est minutieusement préparée. Les jours où il y a de grosses vagues sont très limités et peu nombreux. Alors tu dois te préparer toute l'année pour cette heure-là, cette minute-là, pour être en sécurité. Ta préparation, c'est un style de vie. C'est la façon dont tu manges, tu dors, les relations que tu as avec ta famille. Laird Hamilton est aussi un novateur. Sur la vague de Parlementier à Bidart, il s'envole avec sa foilboard, une planche de surf qu'il a équipée d'un aileron, lui permettant littéralement de voler sur l'eau. On est tous là comme des pecs à le regarder faire ce sport, parce que le foil surfing est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire, et en plus par Laird Hamilton qui est le promoteur et quelque part l'inventeur de ça, c'est incroyable, tout se combine quoi. Ce type a des branchies quelque part. Chaque discipline lui permet d'aller au bout, mais au bout. En plus, il les fait absolument toutes avec une facilité incroyable et il profite de l'océan. En 2006, Laird Hamilton avait importé le paddle sur les vagues basques. Cette fois, c'est avec le foil qu'il bluffe les surfeurs et laisse une empreinte de plus ici. Je me sens chez moi au Pays Basque. Je viens ici, je suis connecté aux habitants, à la terre, à la nourriture, à la nature. Parmi tous les endroits du monde, c'est ici que je me verrais bien avoir une maison. En 1969, le père de Laird surfait déjà à Anglette. Les Hamilton, deux colosses de la glisse entrés dans la légende du surf au Pays Basque. Le surf, c'est bien plus qu'un sport. Parfois, c'est aussi une thérapie, comme par exemple pour les militaires français qui rentrent des zones de conflit. Quand le surf pense les blessures de guerre, c'est notre séquence archive. L'océan, comme un retour à la vie. Ces militaires blessés sont venus affronter les vagues de la côte basque, des survivants qui redécouvrent leur corps meurtri et des sensations. L'océan, je n'avais pas encore refait. Vos impressions? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de retrouver l'océan. Le défi, c'est de réussir à surfer une vague, quoi. Je vais retourner me noyer jusqu'à temps de réussir. C'est un sport où tout le monde peut y participer, c'est cool. En plus, on a un centre juste à côté de rééducation, donc on en prend souvent. Ouais, c'est top. La guerre est passée sur leur corps. 14 soldats participent à ce stage pour surmonter leur handicap. Certains sont amputés, d'autres polytraumatisés. Ils sont encadrés par des médecins. Lui était surfeur, c'est la première fois qu'il refait du surf. Quoi. On est dans des moments forts, quoi, des moments importants. Quoi. Des grands moments à chaque fois. Ouais, puis on fait un peu tomber la blouse blanche aussi. Quoi. Donc on est dans un relationnel un peu différent, mais qui reste quand même une relation un peu de soin. Quoi. C'est la partie plaisir de la rééducation. Là, on est vidé. Non, ça fait du bien. Ça permet de penser à autre chose. Les sports nautiques pour accompagner les militaires blessés en Afghanistan ou au Mali. Au fil du stage, ils ont affronté ensemble les dangers de l'océan. Je dis que certains doivent galérer plus que d'autres, tout, mais après on prend aussi plaisir à voir certains des gens qu'on a vus à l'hôpital, qu'on a vus en fauteuil roulant ou les voir en béquille. Et aujourd'hui ils remarchent, on peut refaire du sport tous. Donc ça nous tire vers l'avant en fait. De l'accident à la reconversion professionnelle, ce stage est une première étape. 80% des soldats blessés choisissent de rester dans l'armée. Avant de se quitter, notez ce rendez-vous lundi prochain, 8 mars à 23h sur France 3, un documentaire exceptionnel consacré aux jeunes espoirs de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. En voici un extrait. Allez, allez. Dans tout ce qu'elle te fait faire, réveil musculaire, stretching, si tu arrives à faire ça, c'est que tu vas arriver à le faire en surf. Mais tu n'arrives pas pour le moment. Remonte doucement. Allez, tranquille, on souffle, on tient. Toi, c'est où? Plus à droite.
Il y a des droites qui tombent encore et qui sont encore assez intéressantes. Il y a vraiment de quoi faire. Encore une fois, là, ils ont pris là. Moi, je pense qu'à Inoa, là où elle est, ça passe. Pas de problème. C'est la fin de cette Olatua. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. On se retrouve dans un mois, début avril. D'ici là, portez-vous bien et surfez bien.